Auditrices, auditeurs de Cap FM, bonsoir. Des Béninois vivent des situations dangereuses sans le savoir, mais des gens en sont conscients et alertent l'opinion publique, jouant ainsi leur partition. Nous recevons dans 1 heure pour convaincre de ce jour un compatriote de la diaspora qui s'inscrit dans ce registre de conscientisation des populations. Il est béninois vivant en France. Monsieur Meda Koudebi, spécialiste de l'hygiène funéraire, de prévention de risques et des épidémies. Il est le président de l'ONG Bénin Diaspora Assistance. La mise en onde de cette émission est assurée par Serge Yvon Kenra. Réalisation et animation, Lucien Dossou. Mesdames, Messieurs, de nouveau, bonsoir. Monsieur Meda Koudebi, vous êtes spécialiste de l'hygiène funéraire, de prévention de risques et des épidémies. Vous êtes le président de l'ONG Bénin Diaspora Assistance. Vous venez du Bénin, mais vous vivez en France. Bienvenue dans cette émission. Bonsoir à messieurs les auditeurs et mesdames, ainsi que monsieur le journaliste. Voilà, vous êtes là pour jouer votre rôle certainement bien de conscientisation des uns et des autres par rapport à des problèmes que nous vivons sans le savoir. Je le disais tantôt. Monsieur Meda Koudebi, quelle lutte menez-vous au niveau de l'ONG Bénin Diaspora Assistance? Au niveau du Bénin Diaspora Assistance, nous avons 4 luttes clés. La première, c'est déjà la santé, parce que sans la santé, il n'y a pas le développement. La réforme des morgues, et pour donner peut-être aussi l'alerte sur les sachets, par exemple, de Piwata, qui représentent un grand danger pour la société, et plusieurs autres problèmes en matière de santé. Tout ce qui touche à la santé, la prévention des risques et des épidémies, c'est la première lutte que mène l'ONG Bénin Diaspora Assistance. Notre deuxième lutte, c'est la mobilité étudiantine et aider les étudiants qui ont des difficultés pour les cours de remise à niveau et les étudiants, par exemple, qui doivent s'inscrire dans des universités en France et qui ont des difficultés à obtenir les attestations d'hébergement ou soit la prise en charge. On les aide pour le moment et on est à près de 27 étudiants qu'on a pu aider qui sont dans les universités, dont au moins 6 sont déjà responsables de leur foyer. En France, c'est notre regret. Et malheureusement, ceux-là ne reviennent plus parce que les conditions de vie au pays ne leur facilitent plus le retour. Et notre troisième domaine, on intervient dans le domaine agricole afin d'aider les populations à surmonter les problèmes de la malnutrition et aussi pour lutter contre les autres rurales et pouvoir les fisser dans leur zone de naissance pour qu'ils ne soient plus obligés d'aller au Nigeria un peu partout ou aller se jeter dans la Méditerranée, comme on le voit au niveau de la Mélina. Et notre quatrième point, c'est notre souci, c'est les agents de sécurité du Bénin et les conducteurs de taxi-moto qui n'ont aucune assurance de prévoyance, qui prennent des risques et quand un agent de sécurité meurt ou un conducteur de ZEM qui meurt, la famille sombre dans la misère et on en fabrique encore des futurs pauvres ou des futurs locataires des prisons du pays. Nous allons prendre en compte la question d'ordre sanitaire avec vous, Monsieur Meda Koudebi, parce qu'on le dit, c'est la santé avant tout, justement. Les objectifs que vous visez à travers l'ONG Bénin Diaspora Assistance à ce niveau, pour ce qui concerne la question sanitaire, quels sont ces objectifs? Notre souhait, c'est de tout faire pour aider le Bénin à se faire une économie de 25% sur ses morts, au moins l'équivalent de 25 000 morts l'année. 25 000 morts l'année comment? Aujourd'hui, le Bénin a au moins à peu près, selon les estimations, près de 50 000 morts entre chaque année au Bénin. Ah, il y a près de 50 000 morts entre chaque année au Bénin. Et pas qu'au Bénin, dans les pays de la sous-région aussi. Des gens meurent suffisamment. Les gens meurent plus que ce qu'on devait y avoir normalement. Le taux de morbidité est plus fort que le taux de natalité ou bien quoi? On meurt plus en tout cas. Non, on meurt plus. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de morts que de naissances, non. Heureusement qu'en Afrique, ce n'est pas comme l'Europe où on est plus des poulets pondeuses, excusez-moi le terme. Dans les villages, les gens n'ont pas de télévision, ils n'ont rien. Leur seul objet de distraction, c'est les femmes. Ce qui fait qu'ils ont 250, 30 enfants. C'est ça qui arrive maintenant à aider le Bénin à tenir. Si c'était comme en Europe, où chaque femme avait 2 enfants et demi,
et on ne va pas s'en sortir. Donc les gens meurent, en tout cas dans le pays, On meurt plus qu'on devrait mourir. On pouvait réduire les risques de mortalité. On peut réduire les risques de mortalité au Bénin. La preuve au Bénin, comme je le dis toujours, la seule chance que tous les Béninois ont à pas égale, c'est la chance de vite mourir que de survivre à vos maladies. Et depuis que vous menez le combat au niveau de votre ONG, quel bilan pouvez-vous nous faire? Déjà, le bilan est un peu mitigé, mais au moins ça a permis au Bénin de traverser les périodes difficiles de Lassa et d'Ebola sans que le peuple ne s'est pas embrasé, il n'y a pas eu de contamination. Ça n'a pas été facile. Et c'est l'occasion pour rendre hommage à Mme Gaza, avec qui on a beaucoup travaillé. Elle était ministre de la Santé. Elle était ministre de la Santé, elle a ouvert grandement ses portes, elle a laissé tous ses contacts personnels comme mail. La directrice du cabinet du chef de l'État aussi a coopéré, Mme Brun Hacheme, et qui jusqu'à ce jour continue de coopérer parce qu'elle m'a toujours montré sa disponibilité pour jouer sa partition. Voilà, le bilan est positif pour vous, peut-on dire? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que normalement, il devait y avoir quand même une coopération entre 4 ministères. Lesquels? 4 ministères, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement et le ministère de la Justice. Et donc, vous avez des difficultés? Les difficultés, c'est au niveau plutôt des 3 autres ministères. Lesquels? Les ministères à part le ministère de la Santé? L'Intérieur, au niveau du ministère de l'Intérieur, au niveau du ministère de la Justice et de l'Environnement. Quels sont les problèmes que vous avez là? Les problèmes au niveau de ces ministères sont énormes. Le ministre de l'Intérieur, peut-être pour lui, ce n'est que la sécurité intérieure, mais la santé aussi fait partie de la sécurité des Béninois. Et comme je le disais, par exemple, il y a des arrêtés interministériels d'Alabi Bégan, et l'ancien ministre de l'Intérieur et de Céline Kandisouno, et l'ex-ministre de la Santé, qui disaient par exemple que les véhicules funèbres devaient être contrôlés en circulation et devaient être désinfectés pour se rassurer qu'ils ne seront pas aussi des vecteurs de contamination au Bénin. Les véhicules funèbres. C'est-à-dire les véhicules qui transportent nos morts. Nos morts. Malheureusement, depuis 1976 que cet arrêté-là existe, jamais personne, aucune pompe funèbre n'est allé se faire désinfecter au niveau du service d'hygiène et d'assainissement. Et le ministère de l'Intérieur aussi jamais n'a contrôlé les véhicules funèbres pour voir s'ils ont leur carnet d'hygiène et de désinfection à jour. Et autrement dit, ces véhicules devront faire objet de contrôle. Pourquoi? Mais c'est des êtres humains qui les conduisent, non? Et ils transportent juste les morts pour aller les déposer. Pourquoi devra-t-on encore les contrôler? Il y a danger là? On parlait des épidémies. Je vais vous donner l'exemple très simple. Pourquoi il faut désinfecter les corbillards? Et déjà, pourquoi les corbillards doivent être aussi aux normes? Quand vous voyez les véhicules funèbres déjà en Europe, ou soit ceux qui viennent de l'Europe, vous allez voir que la famille ne s'assoit pas directement à côté du cercueil et qu'il en fait son accoudoir. Déjà, il y a un problème de normes de véhicules funèbres. La deuxième chose, puisque les cercueils ne sont pas aux normes, et que les mêmes véhicules vont transporter les corps avant mise à biais, parce qu'il y a le transport avant mise en biais. Le transport avant mise en biais, j'explique aux auditeurs, c'est quand quelqu'un décède tout de suite dans une maison et qu'on vous invite à venir le chercher pour déposer à la morgue. On appelle ça souvent le transport avant mise en biais. Ça, ce n'est pas dans un cercueil. C'est sans cercueil. C'est sans cercueil. Il est à l'air libre. Il est à l'air libre, il roule dans des plastiques ou bien dans des pagnes et il dépose sur la civière. Ce qui fait que pendant le moment de transport, je rappelle qu'au plus 30 minutes après l'arrêt de nos organes, quand la mort intervient, l'organisme se lâche. Ce qui fait qu'au niveau des sécrétions, au niveau des urines, tout coule. Quand la personne est dans les housses de transport de corps, quand la distance fait plus de 2 heures, par exemple, arrivé quand vous ouvrez, souvent ces housses de transport de corps, on voit nos chers parents des fois en train de baigner déjà dans leur jus. Alors, quand il n'y a pas de housse de transport de corps et qu'on les met comme ça dans les véhicules funèbres, ils coulent ça liquide sur le véhicule, dans le véhicule. Et c'est dans ces mêmes véhicules que les familles vont s'asseoir, à côté des cercueils, sans aucune protection, sans l'isolement. La deuxième chose, les cercueils aussi ne sont pas aux normes. On ne met pas de plastique biodégradable, qu'on appelle souvent le capiton, pour empêcher les écoulements des liquides contagieux avant de mettre les corps. Ce qui fait qu'après les 2 jours d'exposition de corps, souvent qui est la mode aujourd'hui au Bénin, quand on met les corps le cercueil dans le véhicule funèbre,
avant la destination, il coule aussi des liquides contagieux sur la civière. C'est souvent mouillé, comme les lits mortuaires sont souvent imbibés de liquides contagieux et des sécrétions pendant les 2 jours d'exposition de corps que les pompes funèbres vont laver au pressing avec vos habits. Ce qui fait qu'on a plus de risques aujourd'hui à contrôler ce secteur. Madame Gaza a posé les jalons, elle a travaillé. Grâce à ça, on n'a pas eu de problème d'Ebola et le Lassa a été circoncis. Mais malheureusement, la mafia mortuaire a repris le dessus et on se retrouve dans une situation, la situation devient de plus en plus alarmante. Il y a des risques d'exposer les corps dans nos maisons, voulez-vous dire aussi? Il y a beaucoup de risques et je vais vous dire, dans tous les pays qui se respectent, civilisés, vous n'allez jamais voir où les pays envoient d'émergence. Vous n'allez jamais voir les familles transporter des corps comme ça dans des domiciles. Je vais vous donner l'exemple de l'Afrique parce que quand je parle chaque fois, on dit l'Europe et l'Afrique, ce n'est pas la même chose. Allez en Côte d'Ivoire, vous allez voir qu'ils ont des grandes salles de location qu'on appelle l'Ivocep. Il y a plusieurs endroits où on expose les corps. C'est dans les chambres funéraires où on garde les corps. Et sur place, on fait les expositions. Ils ont même des chapelles pour faire la messe. Et quand on quitte là, directement, c'est le cimetière. Ou soit c'est l'église. Et on met au même moment, on prend toutes les précautions. Et le lieu est désinfecté aussitôt après le départ du convoi. Il y en a à Abidjan avec Ivocep. Il y en a au Gabon avec Gabocep. Il y en a dans la majorité des pays de la sous-région qui sont des pays responsables. Malheureusement, personne ne veut prendre cette décision ici. Pourquoi? Parce que les morgues et les pharmacies sont une mafia et appartiennent majoritairement tous aux hommes politiques ou à leurs proches. Du coup, ils ont du mal à légiférer parce que c'est leur fonds du commerce. C'est là la plus grande difficulté. Et j'ai préféré comparer aux pays africains plutôt que de parler de l'Europe. En France, personne n'expose des corps dans des domiciles. Et même, à plus forte raison, les veillées, on n'en fait jamais dans les maisons pendant les enterrements parce que les veillées sont faites pour sensibiliser. Aujourd'hui, pour enterrer nos morts, souvent c'est les samedis, mais on préfère sortir le corps de la morgue déjà vendredi et on reste là durant toute la nuit jusqu'au samedi. Il y a danger là? C'est ce que vous dites? Je faisais partie de ce système de néolithique. Quand je parle de système de néolithique, j'étais resté au Bénin. J'avais même une pompe funèbre au Bénin. J'étais secrétaire général à l'organisation des syndicats des pompes funèbres du Bénin. Et j'avais pour mission d'organiser ce secteur dans les environs, plus précisément en 1997. C'est suite aux menaces, parce que personne ne veut se mettre aux normes, c'est suite à des menaces que je recevais que j'ai quitté ce pays. Il y avait des menaces? Il y avait énormément de menaces parce que j'étais chargé en tant que secrétaire général à l'organisation des syndicats des pompes funèbres du Bénin, en 1987, de me rapprocher du directeur de la voirie et plus précisément de me rapprocher aussi de Pancas Bartier, qui était le directeur national de la gendarmerie à l'époque, sur instruction de Banabé Dassigli, qui a voulu mettre de l'ordre et qui nous a tous convoqués et a demandé désormais que les cercueils ne soient plus exposés aux abords des voies comme des petits pains et que des morgues puissent respecter les normes et les recommandations de l'OMS. Et ce travail à l'époque, j'avais à peine 23 ans. Et aujourd'hui, l'actuel directeur du processus, c'était lui qui était président. Et 25e heure, aujourd'hui, tous mes aînés que je respecte beaucoup, étaient le vice-président et j'étais le secrétaire général à l'organisation de ce syndicat. Tous m'ont demandé en tant que jeune et encore actif, j'étais chargé de réformer ce secteur et de fermer les magasins fictifs. Je recevais des menaces de mort de partout. Tu es le plus jeune du corps, tu ne viendras pas nous affamer. On ne va pas mettre les cercueils à l'intérieur. On ne va pas mettre des capitons. Et j'étais obligé d'abandonner. Malheureusement, cette vocation m'a rattrapé. J'ai tourné en 2011. Je me retrouve encore dans une école d'hygiène funéraire pour revenir aujourd'hui, pour réformer ce secteur pour lequel j'ai été menacé il y a 19 ans à peu près. Et que conseillez-vous à ceux qui habitent à côté des cimetières et ceux qui enterrent même des gens dans les maisons? Je peux dire que c'est le manque de connaissances et l'ignorance qui tue. Parce que tous ceux qui sont aujourd'hui autour des cimetières PK14, je prends l'exemple de PK14,
S'ils Nous avaient sommes à Bokikodi, par exemple. Oui. Il y a aussi des cimetières autour de nous. Oui, si ces gens-là qui avaient acheté le terrain à l'époque savaient le danger qu'ils couraient, je ne crois pas qu'ils iront mettre leur argent dedans. Il y a danger. Il y a danger parce que déjà les zones inondables sont interdites d'être cimetières. PK14 aujourd'hui est une zone inondable. Et c'est là le danger. Le cimetière même en personne n'est pas aux normes. Parce qu'immédiatement après avoir déposé le cercueil, on n'a pas prévu de vide sanitaire, on met les couvercles, on ne met pas au moins 1 mètre de terre plein bien foulé comme le fait aujourd'hui à Djagbo et Ouida pour empêcher les remontées de gaz, ce qui fait que à moins de gestes, quand le corps commence à se décomposer, les gens sont envahis des odeurs nauséabondes et c'est ce qui respire qui les rend malades. En plus, étant qu'une zone inondable, quand il pleut, j'ai été filmé énormément des endroits au cimetière PK14 que vous verrez dans les tout prochains jours dans mon documentaire qui va sortir dénommé La deuxième vie des morts au Bénin. Dans ce documentaire, vous allez voir, il y a de l'eau. Après la mort au Bénin, la deuxième vie des morts au cimetière PK14, c'est la noyade. Les cercueils sont tous noyés dans de l'eau. Et ces eaux, quand ils se retirent, ils s'infiltrent dans le sol. Ils polluent les nappes phréatiques et atterrissent dans le puits des voisins immédiats de ce cimetière. Et c'est ce que leurs enfants boivent, c'est leur quotidien. Et je vous rappelle que les produits formalisés sont tous hautement toxiques et cancérigènes. Et ont 99 ans de vie dans le sol. Et c'est 99 ans de vie dans le sol. C'est comme les sachets en plastique qu'on est en train de combattre. Du coup, c'est ce que ces gens-là boivent dans leur puits, sans que personne ne les alerte, sans que personne ne leur dise la vérité. Et quand vous vous rapprochez de ces... Même s'ils n'en boivent pas, c'est sûr, c'est avec ça qu'ils se lavent au moins. Oui, mais ce que je donne systématiquement comme conseil aujourd'hui à tout le monde, puisque le ministère aujourd'hui a commencé à travailler. Ils ont commencé à réfléchir à la solution nécessaire qu'il faudra pour qu'on puisse mettre fin à cette situation qui finira par nous rattraper. Alors, en attendant que le ministère de la Santé, celui du service d'hygiène et d'assainissement, leur fasse une proposition crédible, je dis bien proposition crédible, il va falloir qu'ils utilisent tous l'eau de Soneb, l'eau du robinet, qui ne vient pas directement de ce cimetière, mais de plus loin et un peu potable. Et ça, c'est ce que je leur donne comme conseil. Et je profite de l'occasion pour remercier le directeur de l'ABE, qui était chargé normalement à faire ce travail. Parce que les morgues, avant de s'installer, quelle est la procédure? Quels sont les documents? Quand tu décides d'installer une morgue, si on devait respecter les normes, tu devais acheter un laboratoire post-mortuaire. Ce laboratoire post-mortuaire, c'est des casiers à conservation individuelle pour éviter que les corps de méningite soient sur ceux de tuberculose sur ceux de choléra sur ceux de Lassa, ceux de Lassa sur ceux de Ebola et ceux de l'hépatite. Là, malheureusement, nous avons tous des chambres froides de poissonnerie. 80% des morgues au Bénin sont des chambres froides de poissonnerie. Ah bon? Ou des conteneurs. Ce sont des chambres froides de poissonnerie. De poissonnerie. Comment ça? Ce ne sont pas des laboratoires post-mortuaires à conservation individuelle. Même jusqu'au CNHU Manga? La CNHU, le problème de la CNHU aujourd'hui, c'est une morgue construite en 1962 pour 55 places. Où malheureusement aujourd'hui, rien ne fut fait depuis 1962 et nous avions, à l'heure où je vous parle, 769 corps. Pour 55 places hors d'usage. On est obligé de les superposer l'un sur l'autre, des fois atteignant parfois 1,50 m de hauteur. J'ai même alerté les autorités de CNHU et les autorités béninoises. Je leur ai même lancé l'ultimatum qu'ils ont jusqu'au 30 mars 2016 pour mettre de l'ordre, pour qu'on arrête d'entasser les morts, pour être un vecteur de contamination de fins vivants au Bénin. Comment vont-ils contaminer? Ils sont dans une chambre. Ils sont dans des chambres superposées l'un sur l'autre. Quand vous avez un parent qui décède de l'arrêt cardiaque, que vous amenez qu'on garde dans ces conditions de gratte-ciel de cadavres, superposés l'un sur l'autre jusqu'à 1,50 m de hauteur, et qu'est-ce que vous allez remarquer tout de suite? Vous allez voir que ceux de Lassa qui sont plus hauts, et de Ebola ou d'hépatite ou de tuberculose ou de méningite, coulent sur ceux qui sont plus bas. Et c'est dans ça que vos parents sont noyés. Et quand ils viennent à la morgue pour chercher leurs parents, on leur met ça dans des cercueils qui n'ont pas de plastique biodégradable pour empêcher les écoulements et les infiltrations.
Et ce sont ces liquides de contamination qui vont couler sur les lits mortuaires, qui vont couler dans les véhicules mortuaires. Les lits mortuaires, on ira les laver au pressing avec vos habits. Les véhicules funèbres, au lieu d'aller les désinfecter, comme le prévoit l'arrêté interministériel, ils ne vont jamais le faire. Et le lendemain, on viendra vous chercher vous aussi pour dire que vous avez votre neveu, vous voulez faire un enterrement. Et vous rentrez pour aller encore vous rajouter les vôtres. Et maintenant, vous laissez contaminer par ceux qu'ils avaient transportés dans la semaine, qui se sont séchés et que le vent peut soulever à tout moment pendant la circulation que vous allez respirer dans vos narines. Voilà le pourquoi vous développez facilement plusieurs infections sans connaître les origines. Alors, les contaminations de faits vivants sont tellement une réalité que ça a fait l'objet d'une plénière à Bruxelles le 29 septembre 2014 par le Parlement européen, spécialement sur le Bénin, où ils se sont rendus compte que la situation des morgues est un problème pour l'état civil. Est un problème parce qu'on ne sait pas qui est décédé, l'État ne sait pas qui est décédé, les formalités ne sont pas respectées et c'est l'anarchie totale. C'est l'anarchie totale. Dieu merci que pour le moment, les terroristes nous ont oubliés. Et c'est seulement les mafieux qui passent de morgue en morgue pour acheter les actes de naissance pour créer des entreprises au nom des morts. Ah bon? Comment ça? Vous posez cette question. Vous êtes journaliste. Vous devez le savoir mieux que moi. Qu'aujourd'hui, de quoi les Pays-Bas ont été victimes dans l'affaire de PPDE? Les 31 sociétés qui ont été publiées, au moins par le journal Le Matinal, ont tous été créées au nom des morts. Dans ce pays, le Conseil des ministres a réagi. Il y a des mandats d'arrêt qui ont été lancés contre les auteurs. Et c'est ceux qu'on a vus. Il y a ceux qu'on n'a pas vus. Sans oublier que ces gens-là, ce n'est pas seulement eux. Il y a des hommes politiques quand même dans ce pays dont les autorités en savent beaucoup de choses, au nom desquelles on a découvert 2 pièces d'identité, une au nom de son cousin qui était décédé quelques années avant, et une en son nom propre. C'est un problème de crédibilité de l'état civil. Ça ne peut pas se faire en France. En France, vous avez un numéro national de carte d'identité. Et quand vous déposez votre demande de carte d'identité à la mairie va les transférer à la préfecture. La préfecture, en établissant la carte d'identité, va vous attribuer un numéro national d'identité avec vos coordonnées. Et c'est sur votre portable que vous allez recevoir votre numéro national de carte d'identité et que la carte, elle est prête. Ce qui fait que vous ne pouvez pas établir 2 pièces d'identité parce que systématiquement, quand vous revenez encore avec le nom de Jacques ou de Pierre et qu'on croise les photos, systématiquement, les photos appartenant à plusieurs noms s'affichent. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est pas ça au Bénin. Tu peux faire une carte d'identité à Parakou, revenir à Cotonou, aller en faire une autre à Porto-Novo, sans que le ministère de l'Intérieur ne serait pas capable de nous dire aujourd'hui le nombre de cartes d'identité en matière d'usurpation d'identité en circulation. Et tout ça là, les morgues sont la base. Comment ils sont la base? Beaucoup de familles en difficulté n'arrivent pas à enterrer leurs morts. Je vais vous donner l'exemple du CNHU par exemple. Oui, allez-y. Quand quelqu'un meurt tout de suite, la CNHU saisit systématiquement les corps. Pourquoi? Ils veulent que vous payiez les frais de chambre. Vous payez les frais de service, les prestations qu'on vous a faites avant le décès. Les gens disent, mais nous checkons au Goubon, c'est-à-dire en fond. Et quand ils le disent, ils prennent les oncles et les cheveux, ils vont au village enterrer et ils abandonnent le corps à l'État. Ce qui fait que les corps s'entassent et aujourd'hui on se retrouve dans cette situation de catastrophe où il y a des corps où personne n'en réclame. J'ai même recommandé à l'État béninois et au directeur de la CNHU, en cas de décès, c'est un deuil. Au lieu d'exiger qu'on vous paye 200 000, 300 000, 800 000 avant de récupérer les corps, faites-leur 50% de réduction. Ce qui va aider les familles à récupérer, à perdre un peu et à aider l'État aussi à ne pas avoir ce problème de surcharge et de catastrophe en face de laquelle nous sommes. La deuxième chose, c'est que le réseau passe souvent de morgue en morgue. Vous avez des parents en difficulté pour enterrer, si oui, on peut les aider. Et bizarrement, quand on leur met en contact avec les familles en difficulté, qu'est-ce qu'ils demandent? Ah, la personne, vous nous donnez son acte de naissance, et ses souches, sa pièce d'identité. On va vous aider à monter un dossier d'aide. Et en récupérant ce document d'identité du mort, ils donnent 300 400 000 à la famille pour qu'ils puissent enterrer leur mort.
Et eux, avec ces documents, eux, ils vont créer des sociétés. Ils vont postuler, ils vont prendre des marchés. Ils vont faire des crédits à des banques au nom du mort qui ne vont jamais rembourser. Ce qui fait que cette situation, l'État, normalement, doit légiférer. On doit refaire une bonne réforme de morgue. La légifération dont vous parlez de légiférer, justement, j'y arrive. Oui. Et ça, c'est le rôle des députés. Oui, quand je dis que c'est le rôle des députés, mais au même moment, il y a beaucoup de choses qu'on peut régler par arrêté ministériel ou soit par décret présidentiel. En attendant une loi, je vais vous rappeler ici quand même la RAMU. La RAMU, l'État quand même a fait des propagandes à grande échelle. C'est devenu une réalité. À travers tout le pays sans que les députés ne l'ont pas encore voté. Et ce n'est que peut-être 2 ans après que les députés ont voté tout récemment. Du coup, ils ont commencé la sensibilisation avant la régularisation. L'État a joué. Pourquoi ne pas le faire pour les autres? Pourquoi la morgue, jusqu'à présent, est un sujet tabou? Ce qui m'étonne, c'est que même le Premier ministre, notre Premier ministre, je lui ai écrit un mail personnel qu'il a lu plus précisément parce que c'est un mail avec accusé de réception. Il a lu le 23 juin à 22h25. Je l'ai reçu au retour qu'il a lu. Mais rien ne fut fait. Et je profite pour demander à tous les candidats, s'ils ont de l'amour pour ce pays, s'ils ne veulent plus des mots inutiles, s'ils ne veulent plus que les gens aillent passer toute leur vie dans les pharmacies, ils n'ont qu'à faire des propositions crédibles. Qu'allez-vous faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire pour mettre fin à cette mafia mortuaire? Alors, grosso modo, dites-nous, comment on peut gérer nos morts lorsqu'ils meurent, par exemple, à la maison? Dès que vous avez un décès à la maison, la première des choses, cherchez à contacter un médecin. Naturellement. Naturellement. On ne s'approche même pas. Non, dès que vous constatez que la personne, effectivement, commence à rentrer en agonie et qu'il s'agite, vous devez même appeler le médecin ou le SAMU, normalement, pour venir. Beaucoup ne savent pas qu'ils peuvent appeler le SAMU. Ils appellent les pompiers disent non, nous on prend que les accidentés, mais ils peuvent appeler les SAMU vont leur facturer 35 000 francs. Ça c'est en ville ça? En ville. Dans nos villages, vous savez ce qui se passe. Personne n'est là. Dans les villages, là où il y a des hommes, il y a toujours un minimum de moyens de déplacement. Rapidement, ils peuvent évacuer la personne vers le premier centre de santé la plus proche d'eux. Arrivé dans leur centre de santé, un médecin, il doit y avoir un médecin sur place. Le médecin, c'est lui seul qui est habilité à dire que Pierre ou Paul est réellement décédé. Il va faire un certificat de décès, précisant des fois même la cause du décès. Avec ça, on amène la personne dans une morgue. Le morguier sait quelles précautions il va prendre. Aujourd'hui, le certificat de décès n'étant pas une obligation au Bénin, on amène tout et n'importe quoi dans nos morgues, exposant la vie de nos morguiers et de tout le peuple béninois qu'on expose. Donc les morguiers sont en danger permanent. Ils le savent tous et ils savent qu'ils ont l'obligation de faire tous les vaccins qui existent au monde parce qu'on ne sait pas le corps qu'on va leur amener de quelle maladie ils seraient décédés. Alors leur vie est en danger. Alors c'est la première des choses. Déjà les morgues ne sont pas aux normes. Et ça c'est la faute de l'État parce que l'État, avant de donner l'agrément, devait vérifier si les morgues sont aux normes, les locaux sont aux normes. Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire qu'une morgue respecte les normes? Déjà, la première des choses, la morgue ne doit pas être à moins de 100 mètres des premières habitations. C'est la première des choses. Il doit y avoir quand même une zone boisée autour de lui, c'est-à-dire beaucoup d'arbres qui doivent être plantés dans l'environnement, autour de la morgue. La troisième chose qu'une morgue doit avoir, il doit avoir une zone naturelle. La zone naturelle, c'est la zone censée accueillir la famille où ni jamais le corps ni le cercueil ne doit transiter. Maintenant, la deuxième chose, il doit avoir une zone intermédiaire. La zone intermédiaire, c'est là où le corbier amène le corps et aussi le cercueil. Cette zone doit être équipée d'une vitrine ou d'une caméra avec rétroprojection pour permettre à la famille et tout le monde, depuis la zone naturelle, de suivre tous les mouvements sans y mettre pied. Et il y a la zone sensible. La zone sensible, c'est une zone censée accueillir le corps, les toilettes, le maquillage, la conservation ainsi que les produits formalisés qui sont tous des produits hautement toxiques et cancérigènes. Malheureusement, les morgues ne remplissent pas ces conditions. Ils ne sont pas aux normes. Quand quelqu'un a une chambre à coucher et qu'il a faim, il achète un congélateur ou une sang-froid de poissonnerie, il met morgue devant. Ah, et nous sommes dans un état de droit quand même. Nous sommes dans un état de droit parce qu'il n'y a pas de test. La preuve, j'ai posé 45 questions au gouvernement
Et la seule réponse que j'ai eue, quels sont les textes qui réglementent les morgues au Bénin? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut obligation de certificat de décès avant tout dépôt de corps à la morgue? Est-ce que le morguier a l'obligation, a le droit d'entasser des corps jusqu'à 1 mètre 20, 1 mètre 50 de hauteur? Quels sont les produits formalisés légalement autorisés au Bénin? Parce que le Bénin fait partie des 45 pays sur la liste de l'OMS qui exigent des soins de conservation avant toute arrivée de corps sur son territoire. La seule réponse que j'ai eue, après décision du Conseil des ministres, tout se fait par jurisprudence. Aucune réponse à mes 45 questions. C'est là qu'on m'a demandé de faire une proposition de projet de loi pour aider à compléter le code de la santé publique au Bénin. Ce que j'ai fait une proposition de projet de loi sur la réglementation des cimetières et des morgues au Bénin. Je profite de l'occasion pour remercier par exemple l'ancien directeur des affaires domaniales de la mairie de Cotonou qui a reconnu qu'ils sont dans l'ignorance totale, M. Tamba, qui m'a même demandé de lui ramener le code des cimetières et des morgues et le code de la ville de Paris pour qu'on puisse aider Cotonou à avoir un code. Parce que la ville de Cotonou n'a pas un code. Ce qui fait que l'habitant de Cotonou ne sait pas ce que les règles lui imposent. On ne peut pas dire que c'est ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire. J'invite alors l'actuel maire. Il est très jeune, il est resté avec son père, à doter la ville de Cotonou d'un code. Le code permettra à tous les Béninois de savoir quoi faire, quoi ne pas faire, dans quelles conditions on peut installer une boutique et quelles sont les règles à remplir. Et la fois passée, on a échangé, j'étais à son secrétariat. J'étais à son secrétariat pour lui déposer la lettre que j'ai déposée à tous les maires et lui-même s'est rendu compte. Et je profite pour dire merci à Liadi Vignon Soglo pour son humilité. Parce que Liadi Vignon Soglo. Vignon Soglo, je profite pour lui dire merci. Parce qu'à un certain moment, sa secrétaire m'avait raboué, sa secrétaire particulière, avec des propos très mal placés, de l'arrogance. Mais systématiquement, sans l'appeler, entendant le bruit, il est sorti de son bureau. Il m'a dit, Monsieur Kourebi, j'ai tout entendu. Seulement, il y a un mot que je tiens à rectifier. Parce qu'en colère, je disais, c'est toujours chez nous, ici. C'est toujours chez nous qu'on voit ça. Toujours chez nous. Il m'a répondu, non, c'est pas que chez nous, mais c'est partout où il y a les hommes. En mon nom personnel et au nom de la mairie de Cotonou, je vous présente mes excuses. Ça m'a touché. Son humilité m'a touché. Et pour ça, je m'engage à l'accompagner. La mairie de Cotonou aura une voirie digne. Et Cotonou, on en sera toujours, on sera tous fiers. Et si la mairie de Cotonou me sollicite, je lui ferai des propositions pour régler le scandale de PK14 aujourd'hui qui ne peut plus durer. Alors, quelle autre maladie? C'est la mode, hein? On installe, comme on l'a dit tout à l'heure, des corps là. Eh bien, c'est la mode, on veille. Que faire? Est-ce qu'il faut continuer ça, cette pratique? Non, on n'a pas le droit de le faire. Mais malheureusement, aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne donne pas votre proposition. Entre-temps, vous allez voir un jour, j'ai publié sur mon Facebook une photo d'un officier prenant les billets de banque de la main d'un chauffeur. Je n'ai pas condamné l'officier. J'ai précisé, si l'État avait laissé un autre choix à nos officiers, ils ne seront pas obligés de se laisser corrompre. C'est ce que j'ai mis. Si l'État avait d'autres choix pour les habitants de ce pays, je ne crois pas que les gens vont ramener les corps à domicile. Si l'État les avait sensibilisés. C'est devenu un phénomène de mode. Oui, mais c'est parce que l'État n'a pas joué son rôle de prévoyance. L'État n'a pas prévenu les risques. L'État ne l'a pas fait. Vous alertez l'opinion publique. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à vos frères et sœurs qui ont pris, comment dirais-je, cette mesure désormais et pensent qu'ils sont à la mode en installant leur corps les vendredis avant et bien sûr de l'enterrer le samedi? C'est quand j'utilise le terme mafia, c'est un grand réseau. Ce grand réseau, aujourd'hui, la première des choses que je peux déjà commencer à conseiller aux gens, c'est de se rapprocher du ministère de l'Environnement ou soit des morgues pour avoir au moins déjà le plastique biodégradable à mettre au fond de leur cercueil avant qu'on ne leur pose le corps dedans. Mais ils viennent, on sort le corps même du cercueil. Justement, oui, on expose sur des lits mortuaires. Oui, je peux vous dire, étant dans le milieu de pompes funèbres au Bénin, majoritairement aujourd'hui, à 75 ou 90%,
les gens n'aiment plus sortir les corps des cercueils, mais exigent tous des cercueils vitrés. Pourquoi? Pour 2 raisons. Pour éviter que les gens ne viennent mettre des trucs, des envoûtements dans le cercueil, et aussi pour raison de commode et d'hygiène. Ce qui fait que si vous parcourez les pompes funèbres, vous allez voir que les 50% des cercueils exposés sont vitrés. Alors, si on peut ajouter déjà le plastique biodégradable au fond, pour empêcher les écoulements des sécrétions et des liquides contagieuses, on va déjà limiter les contaminations de faits vivants, en attendant que les morgues ne se mettent aux normes. Pourquoi on ne peut pas tout de suite les interdire d'amener les corps à domicile? Il y en a d'autres au Bénin aujourd'hui, ce n'est qu'après les obsèques de leur maman qu'ils arrivent à collecter les enveloppes pour construire leur maison et sortir de la location. La mort est devenue un fonds de commerce. Pour certains. Pour certains. C'est devenu un fonds de commerce. Surtout quand on arrive à avoir un poste de responsabilité, on prie même des fois pour perdre leurs parents avant que le prochain conseil des ministres les saute de là pour être sûr d'avoir le maximum d'enveloppes. Je connais des gens, par exemple, qui sont des hauts gradés, quand ils ne perdent pas leurs parents et que c'est après la retraite, ils regrettent. Ils disent, mais oui, on coûte à main. C'est-à-dire pour eux. Et la personne est malchanceuse. Oui, elle devait partir pendant qu'il était aux affaires pour avoir le maximum d'enveloppes. L'autre constat que nous avons fait avec vous, les morgues sont devenus des refuges, des savons préparés que des hautes personnalités vont déposer là pour se préparer spirituellement. Et effectivement, comme vous l'avez constaté, il y a la photo qui est là. Malheureusement, dans cette morgue, je suis tombé sur la boîte de savon qui devait faire 3 semaines avec les morts pour permettre à ceux qui vont les utiliser d'avoir de la puissance. Et l'incantation que j'avais eue, ça m'a fait sourire. Et nous, pauvres mamans du marché d'Antokpa, se permettent de faire le tour des morgues pour aller acheter le litre du liquide qui coule des corps à 10 000 francs à asperger au motif que on expose ça. On asperge ça. Ils aspergent les matins sous forme d'eau bénite. Sans savoir que dans ces liquides, il se peut qu'il y ait des tuberculoses, des méningites, des choléras, et que quand le vent va soulever cette poussière, le pauvre client qui viendra acheter risque de le respirer. On croirait que c'est de l'eau bénite qu'on asperge. Non, pas souvent ça. C'est triste pour mon pays. C'est triste. Que faire là? Là, déjà, j'ai commencé à sensibiliser beaucoup de morguiers pour qu'ils ne se donnent plus à ces actes. Ils veulent de l'argent, eux. Oui, mais malheureusement, les pauvres sont à partir de 25 000, 30 000. Et les patrons qui décident de payer 40 000 leur donnent des fiches de paye pour lesquelles on ne verse jamais les cotisations à la CNSS. Pratiquement, c'est des gens qui se donnent à ces actes-là pour compléter leurs revenus. Ils sont comme nos pauvres, nos agents, les forces de l'ordre dont j'ai parlé. Si l'État leur avait laissé un autre choix, ils n'auraient pas parlé de 200 avec tes pièces. Donc, il faut vraiment légiférer. Et donc, un appel devra être lancé aux députés par rapport à cette situation. Oui. C'est vrai, vous avez dit l'exécutif peut prendre les taureaux par les cornes. Oui, le taureau par les cornes. Oui, ça, je profite pour remercier Maître Joseph Djogbenou, le président de la commission de la commission des lois. Il a fait quoi? Après mon émission au niveau de Radio Tokpa, au niveau de Cap FM et mon intervention sur RFI, on ne se connaissait pas. Il y avait un auditeur qui m'a dit que Maître veut vous voir. On s'est retrouvé à son cabinet. Il m'a demandé la copie du projet de loi que j'ai soumis au gouvernement, qui est en souffrance aujourd'hui actuellement au niveau de la Cour suprême pour conformité. Est-ce que je peux lui donner la photocopie pour que rapidement il puisse voir avec ses collègues pour en faire directement une proposition de loi directement pour aller vite afin qu'on puisse ensemble sauver les Béninois et atteindre l'objectif 25 000 morts en moins et 120 000 infections en moins chaque année. Cette bonne volonté de Maître Joseph Djogbenou, je profite de l'occasion pour lui dire merci, mais que je reste dans l'attente sur mes fins pour que d'ici quelques jours, cette proposition soit une réalité. Il va falloir qu'il accélère la chose. Qu'il accélère réellement et que la campagne ne prenne pas plus de temps sur la réalité de nos populations. Au même moment, j'invite toute la population béninoise à interpeller nos hommes politiques qui viendront les voir pendant la campagne.
Que proposez-vous pour nous sauver de la mafia mortuaire au Bénin? Et que chaque candidat puisse mettre au cœur de son projet de société ce qu'il a comme proposition crédible pour régler aujourd'hui le problème des morgues qui empoisonnent et qui tuent, et des cimetières qui sont devenus des dangers. Le pire, c'est qu'actuellement, en face de notre université, devant la morgue, il y a même une dame qui prépare du pain et qui vend le pain avec des accessoires juste devant la morgue, tout en sachant que quand on nous amène les corps dans les morgues, on attend que les familles aillent chercher les produits et les formaliser et qu'on fasse un certain nombre de formalités. Et c'est les mêmes mouches qui tournent autour de ces morgues, autour de ces corps avant qu'ils n'entrent dans les chambres froides, qui se retrouvent sur ces baguettes de pain. Sincèrement, c'est très triste pour notre avenir parce que l'université est en face. L'université, c'est l'avenir de tout un peuple. C'est la relève d'une nation responsable. Il va falloir tout de suite à ce que la police sanitaire, que le DDS littoral atlantique, puisse Gounandon, je me suis permis d'appeler son nom parce qu'au moins quelqu'un pourra l'informer s'il dort, qu'il nous fasse le ménage dans Cotonou et qu'il arrête de jouer le double jeu. Mais ça, c'est juste, vous parlez de l'université d'Abomey Calavi. Je parle de l'université parce que ça, c'est au vu de tout le monde et plusieurs auditeurs m'ont posé la question. Déjà, au niveau de Radio Tokpa, au niveau de Radio Soleil, ce qui fait que j'ai profité pour répondre. Et au même moment, il y a Mme Solange Koukui aussi qui a voulu savoir si on peut continuer à manger les mangues des cimetières. Et sa deuxième question, c'était, on va au CNHU pour une crise de tension et qu'on meurt d'hépatite et de méningite. Pour quelle raison? Elle a posé la question. Je vais lui donner la raison pour laquelle ça arrive. Ça s'appelle les maladies nosocomiales. Ça, il y en a dans tous les hôpitaux. Seulement, les hôpitaux responsables, de temps en temps, ferment les blocs, ils ferment les bâtiments, ils désinfectent et ils mettent de l'ordre. La deuxième chose, quand quelqu'un meurt tout de suite, la dernière transpiration d'un mort contient au moins 100 milliards de bactéries. 100 milliards de 100 milliards de bactéries. Les 100 milliards de bactéries, quand on enlève ce mort-là, on devait nettoyer le lit et le désinfecter. Pas avec de l'alcool, mais plutôt le daquin, parce qu'après la mort, l'alcool ne sert plus à rien. C'est avec le daquin qu'il faut nettoyer et désinfecter le lit. Malheureusement, au CNHU, ils ont tellement de charges qu'ils n'arrivent pas à désinfecter le lit. Aussitôt, on enlève Jacob qui décède, on place Pierrette qui arrive sans désinfecter. C'est ce scénario qui est responsable des différentes situations où quand on vient pour l'arrêt cardiaque ou pour la tension, on meurt quelques jours après de l'hépatite ou de méningite. J'invite tout le monde à une prise de conscience et à la veille citoyenne. Voilà un danger et qu'il va falloir surveiller de près pour que les Béninois cessent de mourir bêtement. Justement, c'est ça, vous venez de relever, Monsieur Meda Koudebi. L'autre danger, vous aviez parlé tout à l'heure des sachets qui restent des nids de cancer. Comment? Expliquez-nous un peu. Il y a des plastiques consommables et des plastiques non consommables. Pourquoi? Parce que les matières qui rentrent dans la fabrication de ces plastiques, il y a d'autres matières qui ne sont pas concernables. Et je vais vous donner l'exemple même des tétines qu'on donne aux enfants. Il y a des tétines qui font que les enfants, quelques années après, deviennent tellement têtus, mais on ne fait que les bastonner, croyant qu'ils sont responsables de leur comportement. J'ai beaucoup d'amis qui ont eu des bébés à qui j'ai ramené des tétines, zéro matière, qui peuvent permettre à l'enfant d'être têtu. Et ces amis-là, leurs enfants aujourd'hui, ils se régalent de leur comportement. Cette tétine, il y en a dans des pharmacies. J'en ai vu à la pharmacie Kangezo, par exemple. Malheureusement, l'État devait sensibiliser. Il devait dire telle matière, quand ça rentre dans la fabrication de telle matière, ne devait pas être consommable. Malheureusement, le service de communication de notre ministère de la Santé n'a pas fonctionné. On laisse tout. On laisse tout. Le plus important, c'est la TVA. Et comme on le dit souvent, il y a 3 choses aujourd'hui qui tuent le Béninois. Lesquelles? Quand tu veux faire quelque chose au Bénin où tu ramènes un projet, la première question qu'on doit te poser, c'est Doudou Deméa. La deuxième, c'est Nabi Nadou. Et la troisième, c'est Nabi Wain Tchedeme. Et quand tu ne réponds pas à ces 3 questions,
On bloque systématiquement tout. C'est depuis ce temps que j'ai compris que c'est la corruption qui est notre fortifiant au Bénin. C'est triste. Il faut arrêter. Qu'on en soit arrivé là. Il faut sauver les vies humaines. Sincèrement, au niveau, quand il s'agit de la vie humaine, qu'on mette notre intérêt personnel et notre ventre de côté. J'ai donné la lettre où j'ai même demandé à nos autorités aussi de mettre fin à la mort et aux contaminations de nos jeunes policiers. Les policiers, les gendarmes, de mettre fin à leur contamination. Ils sont exposés. Ils sont exposés. Et je profite de l'occasion pour rassurer tous les sapeurs-pompiers qui m'ont appelé. Tout le week-end, c'est des appels, c'est des messages venant de toutes les garnisons. Et les sapeurs-pompiers sont en danger. Les sapeurs-pompiers m'ont appelé, plusieurs sapeurs-pompiers, ils m'ont même demandé de me rapprocher de leur direction pour qu'il y ait un accord de partenariat entre mon ONG, Bénin Diaspora Assistance, ainsi que les sapeurs-pompiers. Je sais que de mon retour à Paris, je suis membre de l'UPAS. UPAS, c'est l'Union des professionnels et acteurs béninois de la santé en France. Je verrai comment on peut aider, doter nos sapeurs-pompiers des équipements de protection de première nécessité, comme par exemple les combinaisons jetables, les chaussures antidérapantes, les housses de transport de corps, les masques à gaz et les daquins, pour qu'en cas de décès subite de quelqu'un dans les véhicules de sapeurs-pompiers, qu'ils puissent désinfecter cette voiture-là, avant d'aller chercher un autre cas accidenté, pour que l'autre décédé n'infecte pas le nouveau qu'ils iront chercher. Je rassure tous les sapeurs-pompiers, je comprends leur cri d'alarme, et je remercie tous ceux qui m'ont appelé, et aussi pour leur veille citoyenne. Et par rapport aux gendarmes et policiers qui sont exposés, à quel risque sont-ils exposés? Les gendarmes et les policiers qui sont exposés, c'est les mêmes risques. Je vais vous donner un exemple très simple. Et l'usine de contamination de fin vivant de Dangbo, que j'ai eu à fermer, dont la vidéo est sur YouTube, et que tous Béninois peuvent aller regarder, il suffit de taper Koudebi Médard sur YouTube. Koudebi, c'est K-O-U-D-E-B-I, et Médard, c'est M-E-D-A-R-D. Ils verront cette vidéo qui est une triste réalité, où les corps sont entassés l'un sur l'autre jusqu'à 1,50 m de hauteur, dans des états de putréfaction très avancés, dans une chambre froide de poissonnerie, mais portant une enseigne de morgue bamisée. C'est un danger. Et ce monsieur avait tous les agréments, alors qu'il n'a qu'une chambre froide de poissonnerie. Votre alerte a pu faire fermer la morgue. J'ai fermé la morgue, un ministre de la République qui avait les intérêts dans cette morgue, parce que le promoteur finançait ses meetings, et il avait mis en place tout un tas de menaces pour m'intimider, ça n'a pas marché. Après, c'est une pression terrible sur Mme Gaza. Ce ministre est allé harceler Mme Gaza, la ministre de la Santé. Cette dame, sincèrement, c'est une Amazone des temps modernes. Elle aime les Béninois. Elle aime vraiment les Béninois. Et son travail. Sincèrement, on l'a harcelée de tout bord. Elle a tenu bon. Malheureusement, son successeur n'a pas réfléchi 2 fois avant de tomber dans leur sirène et a signé l'agrément pour la réouverture de cette morgue sans aucune étude géologique de l'empoisonnement que ce monsieur a fait pendant 8 ans. J'ai demandé au maire Akoma, le nouveau maire de Dangbo, de prendre les responsabilités afin qu'on puisse faire une étude environnementale et géologique pour que le danger, les produits hautement toxiques et cancérigènes déversés dans le sol nu pendant 8 ans, qu'on puisse connaître son impact sur la population afin de prévenir le danger à venir. Malheureusement, ce maire m'a dit, M. Akoma m'a dit au téléphone, je ne suis pas ministre de la Santé. Si le ministre, les autorités n'ont pas pris leurs responsabilités et qu'ils l'ont autorisé à rouvrir ses portes, ce n'est pas à moi d'aller faire la police. Et je vois qu'il a raison. Mais il est aussi là pour protéger sa population. Voilà les choses qu'on dit au Bénin. Le maire ne peut pas jouer effectivement la police quand l'État donne des agréments. Je vous autorise. Prenez les agréments des morgues du Bénin. Vous n'allez jamais voir le nombre de places maximum qui est autorisé à ce promoteur, ce qui laisse la porte ouverte à l'abus et qui devient une source de corruption. Les cadres chargés de faire ce contrôle, quand la fête s'approche, on l'appelle le Koyeja eux-mêmes. Si vous ne venez pas nous voir, ça fait tant pis pour vous. Hein. Tu sais que tu es dans l'inégalité et c'est comme ça que les bombes, les dindes et les enveloppes passent. Et à l'approche de la rentrée, c'est le même scénario et c'est comme ça que ces morgues qui sont dans des situations illégales
financent indirectement la scolarité de leurs enfants. Il faut que ça cesse et que désormais sur les agréments, qu'on puisse préciser le nombre de places maximum afin de permettre aux maires de pouvoir faire le suivi. Parce que sans le nombre de places, le maire ne peut pas aller faire un contrôle. Le maire n'a pas le rôle de policier, justement. Le maire n'a pas le rôle de policier, mais il a une voirie, il a un service d'hygiène et d'assainissement et il a l'obligation de protéger sa population. Je vais vous donner un exemple très simple. La première mission d'une maire en France, c'est d'enterrer les morts de sa commune, de protéger sa population pour éviter les épidémies. Il peut ne pas avoir d'école, mais il a l'obligation d'enterrer les morts de sa commune. Alors, je crois qu'il va falloir ce que nos tests imposent aussi ces obligations à nos maires. Et que dire à ceux qui enterrent encore leurs morts dans les maisons? Déjà, ce problème existe dans beaucoup d'endroits. Et je profite aujourd'hui pour m'adresser plutôt à une commune qui en fait aujourd'hui son fonds de commerce. Sincèrement, à Semekpodji, c'est une zone majoritairement inondable. Tchonvi, Bakpodji, Agege, c'est une zone que je connais. Et tous les jours, ils en reçoivent des demandes d'inhumation de permis à domicile. Et quand les gens payent, on leur donne l'autorisation sans se rassurer que la zone, est-ce qu'elle est inondable ou non? Est-ce que la tombe est conforme? Est-ce qu'il y a suffisamment de scalites pour qu'en cas d'une inondation, que l'eau ne rentre pas dans la tombe et va empoisonner le puits du voisin immédiat? Aucune de ces précautions ne sont prises. J'ai appelé plusieurs fois Charlemagne Confort, que je connais personnellement, on a fait le coup primaire ensemble. Malheureusement, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il a. Mais je veux revoir. Là, vous n'avez pas encore la réponse. Je n'ai déjà plusieurs fois, systématiquement, quand tu l'appelles, il me dit, Monsieur Médard, j'ai plus le temps. Maintenant, je suis devenu un maire. Je suis plus occupé maintenant qu'avant. Et je crois qu'il faut qu'il soit plus occupé au service de sa population. Je lui ai déposé un courrier dans lequel je l'ai interpellé, comme l'ensemble de tous les maires du Bénin. Il n'est pas le seul. Pour laquelle j'ai demandé une obligation de réponse dans un délai raisonnable de 8 jours. Afin de pouvoir leur donner des propositions. Donc c'est une situation générale dans le pays. Générale, tout par le monde. Par rapport à ceux qui enterrent leur mort à la maison. Oui, c'est une situation générale et catastrophique. Malheureusement, il faut interdire. Il faut l'interdire. Et je peux vous dire que depuis le 12-8, que j'ai déposé ce courrier et que ces services ont déchargé, jusqu'à ce jour, il ne m'a pas encore répondu. Mais vous n'êtes pas là, vous partez bientôt. Je pars, mais vous partez. Je pars quand même, mais je leur ai laissé tous mes adresses électroniques parce que moi, j'attends leur réponse afin de pouvoir introduire les recommandations de leurs besoins aujourd'hui dans les rapports qui iront à la coopération suisse et à la GIZ qui finance les communes pour savoir dans quelles conditions on peut les aider et en hauteur de combien. La lettre est donc donnée pour que vous puissiez accompagner toutes les mairies du Bénin pour régler cette problème. La lettre est donnée pour accompagner les 77 communes du Bénin et j'ai même déposé un courrier à l'association des maires des communes du Bénin. L'association nationale des communes du Bénin, dont le siège est à Gbegame, à Lukatropo et à tous les autres maires. Comme je vous ai parlé de l'IADI, j'ai parlé par exemple de celui d'Abomey Calavi qui n'a pas de voirie, dont je profite pour dire merci à sa directrice de cabinet, Madame Agbo, qui a ouvert ses portes, avec qui on a échangé, qui est même prête à ce que désormais je puisse aider la mairie d'Abomey Calavi à avoir une voirie. Voilà votre mot de la fin. Nous sommes au thème de cet entretien avec vous, Monsieur Médard Kourébi. Le mot de fin, déjà, j'invite tous les Béninois aujourd'hui à réduire leur dose de consommation des sachets de Pure Water. En attendant le Pure Water, c'est un danger aussi. C'est un danger. Le ministère reconnaît que les sachets que les gens utilisent ne sont pas tous aux normes et que des fois, 2-3 jours après, les eaux ont des dépôts qu'ils ne maîtrisent pas et il va falloir régler. Ils ont mis une proposition de loi dans le code de l'hygiène et d'hygiène publique et d'assainissement qui est en souffrance à la Cour suprême. Ils me disent qu'ils attendent la sortie de cette loi pour pouvoir aujourd'hui sévir. On ne va pas attendre la loi, mais ils n'ont qu'à commencer déjà la prévention. Et ça, je profite pour remercier les responsables du ministère de la Santé. Surtout 2 de ces employés qui se sacrifient depuis près de 3 ans à mes côtés. À chaque fois, des fois même, ils dorment au dehors quand on va à l'intérieur du pays. Je profite sincèrement pour dire à M. Toti et à M. Médo-Éloge de ne pas se décourager. Ensemble, on souffre pour le quotidien des Béninois et ils n'ont qu'à continuer cette souffrance. Et je remercie le conseiller Kouteigny de ne pas se décourager. Chaque fois, il est motivé, mais malheureusement, quand il monte au cabinet au 4e étage de l'actuel ministre de la Santé, il revient au rez-de-chaussée dégonflé, découragé. Je ne sais pas ce qui le décourage au cabinet de son ministre.
Il n'a qu'à continuer la lutte alors. Il n'a qu'à continuer la lutte. Et j'invite tous les Béninois à interpeller leur maire pour leur demander la copie de la réponse qu'ils m'ont envoyée suite à ce courrier. Tous les conseillers n'ont qu'à interpeller leur maire pour leur demander le courrier de la lettre de l'hygiène funéraire. La réponse envoyée à M. Koudebi, ils n'ont qu'à réclamer ça. Les populations n'ont qu'à réclamer ça. Ils n'ont qu'à désormais exiger, superviser eux-mêmes qu'il y ait un plastique biodégradable au fond des cercueils avant qu'on ne mette le corps de leurs parents. Ils n'ont qu'à veiller à l'hygiène des morgues. Et au même moment, j'invite nos forces de l'ordre à commencer un contrôle systématique des véhicules funèbres, leur demandant leur carnet de désinfection parce que l'arrêté interministériel à la Big Bégan et Céline Kandisouno l'impose et l'oblige à tous les Béninois. Sauvons ensemble, sauvons les Béninois. Et j'invite l'État aussi à doter les gendarmeries ainsi que les commissariats des équipements de découverte de cadavres, les équipements d'autopsie pour que qu'on arrête les contaminations, les infections de nos jeunes policiers, de nos gendarmes, ainsi que nos sapeurs-pompiers, que je n'ai pas oublié. J'ai entendu leur cri d'alarme. Je vais travailler sur ça et à mon prochain retour, ils auront de mes nouvelles et je ferai tout pour que le président de l'UPAS, de l'Union des professionnels et acteurs béninois de la santé en France, M. Haché Clément, on compte ensemble dans les tout prochains jours qu'on revienne pour trouver une solution à eux. Merci à vous, M. Meda Koudebi. Vous êtes spécialiste de l'hygiène funéraire, de prévention de risques et des épidémies. Vous êtes le président de l'ONG Bénin Diaspora Assistance. À cause de Cap FM, vous avez reporté votre voyage. Nous vous disons sincèrement merci. Bien, merci également pour votre disponibilité. Merci pour votre engagement à sauver des vies béninoises. Merci davantage et continuez le combat. Nous sommes toujours prêts à vous accompagner. Cap FM, c'est la radio qui vise le bonheur des populations. C'est la radio qui n'existera que tant lorsqu'il y aura de la population. C'est notre credo. Nous sommes là à cause des autres et les autres doivent être là pour que nous restons. Alors, pour que nous restions justement. Merci de nouveau, Monsieur Koudebi Meda. La mise en onde a été assurée par Serge Yvon Kenra, Lucien Dossou à la réalisation et à l'animation. Bonne nuit à toutes et à tous. À mardi prochain.